Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre. Bienvenue dans cette 12e émission qui portera sur les jalons en fait que je découvre sur le thème de la solitude, c'est-à-dire la première idée forte que j'ai choisie pour réaliser en fait l'exercice dans la formation de David Ferriol sur la démarche artistique. Donc j'aimerais revenir un petit peu à cette histoire de forêt et à cette volonté en fait d'exprimer quelque chose par rapport aux arbres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que ça part d'un mot, le mot arbre, que je n'accepte pas finalement parce qu'il n'est pas assez... il n'est pas assez grand pour moi pour contenir en fait tout ce que je peux éprouver par rapport à l'arbre. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que je le rejette dans un premier temps ce mot parce que c'est un mot qui est passé par tant de bouches qu'il n'est pas mien en fait, que j'ai envie de le faire mien. Et donc, en le rejetant, j'essaye de trouver un autre vocable, de manière à pouvoir contenir en fait tout ce que j'ai à dire. Et je ne le trouve pas, bien sûr. Parce que je ne me donne pas les moyens peut-être de trouver d'autres vocables. Je ne reste que dans cette émotion énorme et violente par rapport à ce constat. Et au bout du compte, face à l'impuissance, je reviens vers le mot de tout le monde, et je dis arbre comme tout le monde. Donc ça dénote quelque chose quand même c'est un parcours, si vous voulez, qui m'indique en fait la distance à laquelle je suis encore de cette véritable démarche artistique. C'est-à-dire que si on reste en surface par rapport à la brûlure que provoque cette émotion, on essaye de passer en force. Alors, de passer en force par rapport à la réflexion, peut-être. On essaye de se servir de la réflexion et peut-être que c'est pas suffisant. Et surtout, on essaye de passer en force dans l'immédiateté. Donc ça non plus, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Peut-être qu'il faut laisser les choses se reposer. Et ça, en peinture, intuitivement, je l'ai déjà compris pas mal de fois, c'est-à-dire que on réalise un tableau, alors même moi de façon totalement intuitive, bien sûr que je suis animé par des attentions du moment, mais qui ne sont pas forcément rattachées à une idée forte clairement énoncée. Donc du coup, ça me donne plein de petits indices en fait, ces tableaux, mais ça reste en surface quelque part, tant que j'aurais pas fait le travail de vraiment les raccrocher à une idée forte. Alors ça veut pas dire pour ça qu'il faut faire des tableaux n'importe comment et puis après trouver une idée forte et puis essayer de faire coller ces tableaux à une idée forte, parce que ça serait un peu contre-productif. Mais déjà dans un premier temps, ça serait un travail à faire pour essayer de voir un peu plus profondément de quoi je parle picturalement en fait, ou essayer de retrouver des traces en fait de cette idée forte qu'est la solitude. Alors c'est souvent dans les portraits en fait que je retrouve ça, dans l'expression des regards. Et j'ai peint beaucoup de portraits de femmes. Alors évidemment le lien avec ma mère est évident, mais le regard vraiment est toujours triste, est toujours mélancolique. Et très profond en fait. Alors je pourrais coller ces images, ces portraits en fait à cette idée forte de solitude et créer ainsi une collection que je pourrais présenter avec un beau texte en parlant de ma solitude. Mais ça serait un peu du réchauffé, quoi. Et puis ça serait une facilité. Donc voilà, donc là on est dans l'histoire des jalons, donc je m'égare un peu évidemment, dès qu'il faut s'approcher de quelque chose d'important, il y a toujours ce mouvement en fait de le fuir, quoi, en fait. Donc
Mais ça participe un peu de la même chose que de l'histoire de la forêt, en fait, hein, ou des arbres. Ça veut dire éprouver une émotion, généralement très forte, et puis essayer de s'en rapprocher. Et puis, quand on rencontre la difficulté ou une souffrance, hop, on repart en arrière et on se raccroche au mot arbre de manière à s'en tirer à peu près indemne et revenir dans le monde commun. Car il est bien question de ça, en fait. Hein. Il est bien question, en fait, de partir du commun et puis de s'engager, en fait, dans le singulier, son singulier à soi, d'essayer d'explorer ce singulier. Et évidemment, on rencontre dans le labyrinthe le Minotaure, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on doit affronter, en fait, le Minotaure clairement, ou bien simplement le regarder, essayer de comprendre, en fait, qui il est, et finalement revenir après vers la sortie, en ayant compris. Alors, en ayant compris, c'est peut-être pas le bon terme. En ayant éprouvé, plutôt. Donc, on en revient encore à cette notion d'émotion. On va dans le labyrinthe, on rencontre le Minotaure, on est scotché par sa présence, on est envahi par sa présence, et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'affronte ? Si on l'affronte, on se retrouve en fait dans l'état du héros, et avec toutes les connotations en fait qu'on a apprises de ce qu'était le héros en fait. Donc il doit tuer la bête. Est-ce que c'est la bonne solution en fait de tuer la bête ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt essayer de s'asseoir un peu et puis l'écouter, la domestiquer, ça serait peut-être exagéré, mais au moins de rester à une certaine distance de cette émotion, de ce monstre, et puis découvrir en fait d'autres manières de l'appréhender qui seraient plus douces, qui seraient peut-être de voir l'autre versant habituel, enfin l'autre versant inhabituel justement de cette émotion. C'est-à-dire évidemment la peur provoque la violence, mais est-ce que l'amitié proposerait pas autre chose ? En fin de compte, ça serait quoi cette amitié ? Ça serait l'amitié avec soi-même finalement. Parce que dans cette solitude, en fait, on finit par un peu prendre le parti des autres, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que on se découvre seul et on voit les autres ensemble. Et on a l'impression qu'ils sont ensemble, surtout. Et donc, on se sent rejeté par cet ensemble, et donc il y a une violence, je dirais, naturelle qui nous porte à considérer cet ensemble des autres comme un ennemi. Mais en fin de compte, si on regarde chaque individu qui participe de cet ensemble, c'est faux. On peut très bien s'approcher de chacun, de comprendre qui il est, ou de le ressentir plutôt, et puis après, bout à bout, on arrive finalement à comprendre que cet ensemble, c'est une fiction qu'on s'est construit. C'est un peu l'histoire de la foule aveugle qui, quand il y a une panique dans une salle de cinéma, tout le monde essaye de sortir, d'aller vers la sortie, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire même en marchant sur les autres, tellement la peur est puissante, la panique est puissante. Donc il y a le feu quand on rencontre cette émotion. Effectivement, ça pourrait être la même chose en fait qu'un incendie qui se déclare dans une salle de cinéma. Et comment est-ce qu'on peut rester digne par rapport
par rapport à ça. Parce qu'il y a une histoire de dignité aussi qui d'un seul coup surgit. Est-ce qu'on doit aussi suivre le troupeau et puis marcher sur tout le monde de manière à atteindre la sortie? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt aider ceux qui tombent et puis prendre le temps de les relever et puis que tout le monde parvienne à la sortie? Ça, c'est peut-être mes incursions en fait dans le bouddhisme qui me font revenir vers ça. C'est-à-dire cette notion de compassion, parce que finalement, quand on explore jusqu'au bout en fait cette solitude, enfin jusqu'au bout, est-ce qu'on peut l'explorer vraiment jusqu'au bout? J'en sais rien. Sans doute qu'on peut l'appréhender. On n'a pas d'autre choix, en fait, que d'arriver à la compassion. Parce qu'on aura épuisé tous les autres moyens et que finalement, il ne reste plus que celui-là de valable. Alors, cette compassion, en fait, m'a obligé à la gentillesse. À la gentillesse... Comment dire ça? C'est-à-dire, la gentillesse, je l'ai toujours eue, en fait. J'ai toujours dit bonjour monsieur, bonjour madame à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. J'ai été poli, en plus. Cette politesse, cette gentillesse qui en fait, maintient très fort ce sentiment de solitude. Pourquoi est-ce qu'on doit être poli et pourquoi est-ce qu'on doit être gentil avec les autres selon moi, toujours. En fait, c'est pas pour... dans un premier temps, la gentillesse et la politesse, c'est pas pour faire plaisir aux gens. C'est plutôt pour montrer, en fait, une façade et qu'ils ne puissent pas atteindre, en fait, l'intérieur. C'est juste ça. C'est pas parce qu'on aime les autres qu'on est gentil et poli. Enfin, selon moi, toujours. Ça fait partie du savoir-vivre pour qu'on ne s'étripe pas quelque part. Ça fait partie aussi de la notion de dignité. On reste digne, quoi qu'il advienne. Ça fait partie de l'orgueil aussi. Et ça fait partie de la timidité, puisque pour moi, l'orgueil, c'est de la timidité retournée. Donc, qu'est-ce qui peut faire à un moment donné qu'on abandonne cette armure de gentillesse et de politesse qui finalement est un mur entre les autres et soi, et qui fabrique encore une peur, la peur en fait d'être atteint, d'être découvert, d'être qu'est-ce qui fait en fait qu'on abandonne cette façade sans plus avoir peur de se montrer? Alors je pense on ne peut pas régler un problème, on ne peut pas régler quelque chose qui nous encombre sans être passé à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le regarder de loin, enfin à distance, et de manière à pouvoir en comprendre le fonctionnement. Tant qu'on est encore dans un problème, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas le voir tel qu'il est. Il faut passer à l'étape supérieure, et à ce moment-là, à l'étape supérieure, on comprend mieux en fait pourquoi on a agi comme ça, pourquoi on a eu tout un tas de fonctionnements, etc. Alors il se pourrait qu'aujourd'hui, je sois en mesure de plus parler de cette idée de solitude, parce que je le suis moins. Je le suis moins, ayant compris en fait que tout le monde l'était, curieusement. Ça a créé un lien invisible avec beaucoup de monde, en fait. Alors qu'autrefois, j'avais l'impression plutôt d'être tout seul à éprouver ça. Enfin, bien sûr que j'étais pas naïf, mais évidemment, ma solitude était bien plus importante que toutes celles des autres. Elle était la plus précieuse.
et pour rien au monde, j'aurais voulu les changer. Voilà, donc il est possible en fait voilà, c'est ce que je constate, c'est qu'il faut passer à l'étape supérieure pour pouvoir comprendre en fait les difficultés de l'étape inférieure en fait, de l'étape d'avant. Donc voilà, j'en suis là à propos de la solitude et déjà ça me donne beaucoup de matière si je réfléchis un petit peu. J'ai cité des exemples, j'ai cité le labyrinthe, j'ai cité la forêt, j'ai cité la pêche, j'ai cité... Alors pour moi ça fait image aussitôt, en fait, j'ai une espèce de galaxie comme ça de peintures possibles qui viennent se mettre en place. Après, le souci, c'est la notion d'angle. C'est-à-dire qu'on a aussi... pour se mettre encore plus à distance, hein, peut-être par rapport à cette idée forte, la travailler selon divers angles peut être très intéressant, parce que ça permet encore d'évoluer vers une autre position, peut-être en surplomb, et de comprendre encore autre chose. Alors bon, j'en suis pas là peut-être, pour le moment j'énonce des hypothèses, mais je commence à comprendre en fait un peu plus cette notion d'angle et la raison pour laquelle en choisir 3, puisque c'est aussi l'énoncé de l'exercice, peut nous emmener à une vision un peu aérienne de cette idée forte, et partant de là, encore plus la développer, encore plus la malaxer, et puis peut-être en sortir un essentiel, clairement énoncé, clairement visible par les autres, limpide. Et cette limpidité, à ce moment-là, ça serait comme un silence et un vrai lien avec les autres. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette histoire de jalons, parce que je ne veux pas m'étendre au-delà du format que j'avais choisi. Je déborde un petit peu encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle journée si vous démarrez, et à bientôt pour une nouvelle aventure.